Bonsoir. Installez-vous confortablement, prenez le temps de trouver une position agréable, laissez votre respiration devenir lente et régulière. Ce soir, nous allons voyager très loin dans le temps et très loin dans l'espace. Bien avant les Aztèques, bien avant les Mayas, un autre peuple mystérieux façonnait déjà les terres chaudes du Mexique. Un peuple dont nous connaissons les monuments gigantesques, mais dont la vie quotidienne demeure encore enveloppée d'ombre. Ce peuple, ce sont les Olmecs. On les appelle parfois la civilisation mère de la Mésoamérique. Ils ont laissé derrière eux des têtes colossales taillées dans la pierre, des centres cérémoniels grandioses et des symboles encore énigmatiques. Ce soir, nous allons parcourir leur monde. Nous explorerons leurs paysages, leur vie quotidienne, leurs croyances, leurs échanges avec d'autres peuples. Et nous verrons comment, peu à peu, leur civilisation s'est effacée, tout en laissant une empreinte profonde dans l'histoire. Fermez doucement les yeux, si vous le souhaitez. Laissez les bruits de la journée s'éloigner et suivez ma voix lentement dans l'univers oublié des Olmecs. Imaginez, nous sommes en Mésoamérique, il y a plus de 3000 ans. La chaleur est dense, l'air est chargé d'humidité. Autour de vous s'étendent d'immenses forêts tropicales, un entrelac de végétation luxuriante. C'est dans cette région que les Olmecs ont construit leur monde. Un territoire vaste, bordé de rivières, parsemé de marécages, traversé de montagnes volcaniques et ouvert sur le golfe du Mexique. La région principale où ils vécurent correspond aujourd'hui aux plaines humides du Veracruz et du Tabasco. Là, les sols sont riches, parfois boueux, mais fertiles. Les rivières descendent des hauteurs, serpentent à travers la forêt, inondent régulièrement les plaines, déposant des couches de sédiments nourriciers. Imaginez ces cours d'eau, le Coatzacoalcos, large et puissant, qui charriait bois, argile et poissons. Le Tonala, sinueux, bordé de végétation dense, et d'innombrables petits affluents qui formaient un réseau aquatique, facilitant la navigation, mais rendant aussi certaines zones difficiles d'accès. La mer, à l'est, jouait elle aussi un rôle essentiel. Ses côtes plates et marécageuses s'ouvraient sur le golfe du Mexique. Les Olmecs pouvaient y pêcher, y récolter du sel, et peut-être commercer par cabotage avec d'autres communautés plus lointaines. Le climat était tropical, chaud, humide, rythmé par les saisons des pluies et des sécheresses. Pendant de longs mois, la pluie tombait abondamment, gorguant les sols d'eau, remplissant les rivières, rendant la végétation foisonnante. Puis venait la saison sèche, marquée par la chaleur, la poussière et un ciel souvent implacable. Dans ce décor, la forêt était omniprésente, dense, épaisse, bruissante d'oiseaux, de singes, d'insectes. Les arbres géants étendaient leurs branches vers le ciel, formant une canopée presque impénétrable. Au sol, fougères, lianes et plantes tropicales recouvraient chaque espace libre. Les Olmecs ont appris à apprivoiser cette nature. Ils ont défriché, cultivé, construit. Mais la forêt demeurait toujours proche, mystérieuse, inquiétante parfois, généreuse souvent. La présence de sols volcaniques, dans certaines zones, enrichissait encore la fertilité du territoire. Ces sols sombres, légers, riches en minéraux, permettaient de bonnes récoltes. Les éruptions anciennes avaient façonné le paysage. Collines, coulées de lave, affleurements de pierres basaltiques. C'est dans ces pierres que les Olmecs taillèrent leur célèbre tête colossale. Les sites principaux de la civilisation Olmec se dressaient dans ces paysages. San Lorenzo, la plus ancienne cité,
construite sur une terrasse naturelle dominant la plaine. La Venta, centre cérémoniel majeur, avec sa grande pyramide de terre conique, surgissant comme une montagne artificielle au milieu des marécages. Très apote, plus tardive, prolongement de leur culture. Ces centres n'étaient là pas de simples villages. Ils étaient organisés, planifiés, monumentaux. Ils rassemblaient des habitants, des artisans, des prêtres, des élites. Et autour, les campagnes s'étendaient, peuplées de cultivateurs qui tiraient parti des terres inondables. Lorsque le soleil se levait sur ces plaines, la lumière se reflétait sur les cours d'eau, sur les toits de chaume, sur la végétation ruisselante de rosée. Lorsque la pluie tombait, c'était un déferlement continu, un rideau d'eau nourrissant les champs, mais isolant les villages. L'environnement olmèque était donc à la fois une richesse et un défi. Il offrait fertilité, ressources, voies de communication. Mais il imposait aussi ses contraintes, inondations, chaleur étouffante, maladies véhiculées par les marécages. C'est dans ce cadre, entre abondance et difficulté, que les Olmèques ont développé leur savoir-faire, leurs croyances, leur manière d'habiter le monde. Prenez un instant pour imaginer ce territoire, une vaste plaine verte et humide, des rivières serpentant doucement vers la mer, au loin des collines volcaniques, et, au cœur de cet environnement, une cité olmèque faite de monticules, de places, de temples de terre, un monde à la fois proche et lointain, concret et mystérieux. Entrons maintenant dans une cité olmèque. Imaginez une place centrale bordée de monticules de terre et de temples, aux contours simples mais imposants. Autour, de petites maisons en bois et en palme s'alignent, formant un village paisible et organisé. Le matin se lève doucement. La lumière traverse la canopée des arbres qui entourent la cité, projetant des ombres douces sur les sols battus. Dans les maisons, les habitants s'éveillent lentement. Les femmes se lèvent pour préparer le feu. Elles frottent les pierres pour créer des étincelles, et le feu prend doucement, nourrissant l'air de son parfum léger de bois brûlé. Les hommes sortent pour inspecter les champs, marcher le long des rivières ou rejoindre les ateliers des artisans. Les enfants, encore somnolents, suivent les adultes, observant, apprenant, imitant. Dans les champs voisins, les Olmèques cultivent le maïs, le manioc, les haricots et les courges. Chaque geste est précis, répété depuis des générations. On sème lentement les graines dans des sillons préparés avec soin. On arrose avec de l'eau puisée dans les rivières ou collectée lors des pluies. Le bruit de la terre que l'on retourne, du vent dans les feuilles, des gouttes qui tombent des arbres, tout cela crée une symphonie tranquille et régulière. Dans la cité, les artisans façonnent l'argile et la pierre. Certains créent des vases décorés de motifs simples mais précis. D'autres sculptent de petits objets rituels ou de grandes têtes colossales, patiemment, lentement, un geste après l'autre. Le son des maillets et des ciseaux, le frottement de la pierre, résonne doucement dans les ateliers. Le repas du matin est simple. On prépare du tamal à base de maïs, des fruits cueillis dans les arbres voisins, peut-être un peu de poisson ou de poulet. Les familles se réunissent autour de petites tables ou parfois simplement sur le sol. On mange lentement en prenant le temps d'apprécier ce que la terre a offert. Les vêtements sont simples et fonctionnels. Le lin et le coton tressés forment de longues robes pour les femmes, des pagnes pour les hommes. Quelques parures en jade, en coquillage ou en obsidienne peuvent être portées par les plus riches, mais toujours de façon discrète et harmonieuse. À mesure que la journée avance,
Le soleil chauffe l'air et le village s'anime doucement. Les habitants se déplacent lentement, d'un atelier à l'autre, d'un champ à la maison. Les enfants jouent près de la rivière, observant les poissons glisser entre les pierres. Les chiens et les animaux domestiques se déplacent en silence, toujours attentifs à l'environnement. Dans certains quartiers, les prêtres se préparent à leur rituel. Ils manipulent des objets sacrés, nettoient des lieux spécifiques ou méditent dans de petits temples. Leurs gestes sont précis, méthodiques, répétés d'année en année, de génération en génération. Chaque activité, chaque mouvement dans cette cité semble suivre un rythme naturel. Les heures passent doucement, ponctuées par le chant lointain des oiseaux, le clapotis des rivières et le vent dans les feuilles. Il n'y a pas de précipitation. Chaque chose se fait à son rythme. Au milieu de la journée, le repas principal est préparé. On cuisine sur de petits foyers ouverts, avec patience et méthode. Le maïs bouillit, les haricots, la viande ou le poisson sont servis simplement, mais avec soin. Les familles s'installent à nouveau ensemble et mangent lentement, en parlant peu, en laissant les sons de la nature remplir l'air. Après le repas, les adultes retournent aux champs ou aux ateliers. Certains construisent de nouvelles structures, d'autres creusent des canaux pour irriguer les terres. Tout est calme, régulier, ordonné. Les gestes répétitifs créent une harmonie silencieuse qui imprègne la cité. Au coucher du soleil, la lumière devient douce, dorée, et caresse les monticules et les maisons. Les habitants terminent leurs tâches, ferment les portes de leurs maisons et allument quelques feux pour la nuit. On entend au loin le bruissement des feuilles, le cri des animaux nocturnes et le souffle léger du vent. Avant de dormir, certaines familles racontent de courtes histoires ou récitent des chants anciens. Les enfants écoutent attentivement, bercés par la voix des adultes et par les sons réguliers de la nuit qui s'installe. Les étoiles apparaissent dans le ciel clair et la cité plonge dans un silence apaisant. Ainsi s'écoule la vie quotidienne des Olmecs, un rythme lent, répétitif, harmonieux, en parfaite adéquation avec la nature qui les entoure. Ah, la civilisation Olmec n'était pas simplement une collection de villages isolés, elle formait une organisation sociale complexe, structurée, où chaque personne occupait une place précise dans l'équilibre du groupe. Au sommet se trouvaient les élites, des chefs politiques, des chefs religieux, peut-être des rois ou des prêtres rois. Ils habitaient près des centres cérémoniels, dans des habitations plus vastes, mieux construites que celles du peuple. Leur rôle n'était pas seulement de gouverner. Ils incarnaient aussi le lien avec le divin, avec les forces invisibles qui régissaient la nature et la destinée des hommes. Autour de ces élites gravitaient des prêtres. Leur mission était essentielle. Ils interprétaient les signes du ciel, les mouvements des étoiles, les présages contenus dans le vol des oiseaux ou dans le bruit de la pluie. Ils organisaient les rituels, les sacrifices, les cérémonies. Ils étaient les médiateurs entre les hommes et les dieux. Venaient ensuite les artisans. Hommes et femmes habiles, ils savaient travailler l'argile, le jade, l'obsidienne, le basalte. Ils créaient les objets du quotidien, poterie, outils, armes. Mais ils façonnaient aussi des objets rituels, des parures précieuses et surtout ces immenses sculptures de pierre, symboles du pouvoir olmec. Les commerçants occupaient également une place notable. Ils transportaient le cacao, le sel, les plumes, les coquillages et tant d'autres produits. Ils suivaient les routes fluviales, s'aventuraient peut-être jusqu'à d'autres régions, apportant avec eux les symboles et l'influence olmec.
La grande majorité du peuple, cependant, était composée de cultivateurs. Hommes, femmes, enfants, tous participaient aux travaux des champs. Ils cultivaient le maïs, les haricots, les courges, les piments. Ils connaissaient les cycles de la pluie, la richesse des sols, et savaient adapter leur travail au rythme de la nature. À leur côté vivaient aussi les chasseurs et les pêcheurs. Ils connaissaient les forêts, les rivières, les côtes. Ils ramenaient du gibier, des poissons, des fruits sauvages, complétant ainsi l'alimentation de la communauté. Et, dans l'ombre, il y avait peut-être des serviteurs, des captifs, voire des esclaves. Leur rôle reste mal connu, mais les représentations sculptées suggèrent l'existence de hiérarchies marquées. La société Olmèque était donc hiérarchisée, mais aussi profondément religieuse. Chaque individu, quelle que soit sa place, participait à l'équilibre sacré du groupe. Le cultivateur nourrissait la cité, l'artisan créait les objets utiles et sacrés, le prêtre interprétait les signes, le chef incarnait l'ordre et la puissance. Dans les grands centres comme San Lorenzo ou la Venta, l'organisation de l'espace reflétait cette hiérarchie. Les temples et les monticules se trouvaient au centre, réservés aux cérémonies et aux élites. Les habitations plus modestes s'étendaient autour comme une seconde couronne au service du cœur sacré. On peut imaginer ces sociétés lors d'une grande cérémonie. Les prêtres, vêtus de parures, se tiennent sur une plateforme. Les élites observent au premier rang. Les artisans apportent les offrandes qu'ils ont fabriquées. Le peuple se rassemble sur la place, silencieux, respectueux. Chaque rôle est reconnu, chaque geste est attendu, chaque parole est prononcée dans l'ordre. La société Olmèque n'était donc pas un chaos de villages épars. Elle était organisée, structurée, pensée comme un reflet de l'ordre cosmique. Le pouvoir terrestre reflétait le pouvoir céleste. La hiérarchie humaine imitait la hiérarchie divine. Et dans cette organisation, chacun trouvait sa place, du plus humble cultivateur au plus puissant chef. Tous participaient à la continuité d'un monde où chaque détail avait un sens. Pour comprendre les Olmèques, il faut pénétrer lentement dans leur univers de croyances. Un monde où chaque phénomène naturel, chaque pluie, chaque vent, chaque tremblement de terre avait une signification divine. Un monde où les hommes vivaient sous le regard constant des forces invisibles. Les Olmèques croyaient que leur univers était traversé de puissances sacrées. Ces forces habitaient les montagnes, les rivières, les forêts. Elles étaient présentes dans les éclairs, dans le tonnerre, dans la germination des graines. Leur rôle n'était pas de simples esprits. Elles régissaient l'équilibre fragile entre la vie et la mort, entre l'abondance et la famine. Parmi ces divinités, l'une des plus importantes était la figure du dieu jaguar. Le jaguar, animal puissant, discret, silencieux, était considéré comme le maître des forêts et des ténèbres. Il représentait la force, mais aussi le mystère, l'entre-deux entre le monde des hommes et celui des esprits. Dans l'art olmèque, on retrouve souvent des représentations d'êtres hybrides, mi-humains, mi-jaguars. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait de chamans capables de se transformer, de passer d'un état à l'autre. Les Olmèques vénéraient aussi les forces liées à la fertilité et à l'agriculture. Le maïs, base de leur alimentation, avait une dimension sacrée. On le plantait avec des gestes rituels. On remerciait les dieux pour sa croissance. Et chaque épi était perçu comme un don divin, reliant les hommes à la terre. Le serpent à plumes apparaît également dans leur iconographie. Plus tard, il sera connu sous le nom de Quetzalcoatl chez les Aztèques. Chez les Olmèques,
Il incarne déjà cette force cosmique qui unit le ciel et la terre. Un animal qui rampe au sol, mais qui s'élève aussi dans les airs grâce à ses plumes. Symbole de dualité, d'équilibre, d'harmonie. Les rituels occupaient une place centrale. On construisait des autels, on déposait des offrandes, on sculptait des stèles. Les cérémonies pouvaient inclure la musique, les danses, les chants rythmés par les tambours et les flûtes. Chaque son résonnait comme une prière adressée aux divinités. Le rôle des prêtres était de lire les signes. Un éclair dans le ciel, le vol d'un oiseau, l'écoulement d'une rivière, tout pouvait être interprété comme un message. Ces prêtres observaient, méditaient, puis annonçaient ce que les dieux attendaient de la communauté. Parfois, cela signifiait organiser une offrande, un sacrifice. On déposait des aliments, des objets précieux, peut-être même des vies humaines. Ces gestes n'étaient pas perçus comme violents, mais comme nécessaires pour maintenir l'ordre cosmique. La mort, pour les Olmecs, n'était pas une fin, c'était un passage, une transformation. Les tombes découvertes révèlent un soin particulier porté aux défunts. On plaçait des objets près d'eux, bijoux, figurines, offrandes de jade. Ces objets devaient accompagner l'âme dans son voyage vers l'autre monde. Les Olmecs croyaient probablement en plusieurs plans d'existence. Le monde terrestre, celui que nous voyons. Le monde souterrain, obscur, habité par des forces puissantes. Et le monde céleste, lumineux, où résidaient les divinités supérieures. Les chamans, par leurs rituels, franchissaient ces frontières, voyageant d'un monde à l'autre. Dans les grottes, dans les sources, dans les montagnes, on retrouve des traces d'offrandes. Ces lieux étaient considérés comme des portails, des points de passage entre les mondes. Y déposer un objet, c'était comme adresser directement une prière aux dieux. Les croyances Olmec façonnaient la vie quotidienne. Chaque récolte, chaque naissance, chaque mort était imprégné de symbolisme religieux. Le temps lui-même était perçu comme cyclique, lié au rythme de la nature, au cycle des pluies et des sécheresses. En observant les monuments Olmecs, on ressent cette imprégnation spirituelle. Les têtes colossales ne sont pas de simples sculptures. Elles incarnent peut-être des ancêtres divinisés, des chefs sacrés, des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Leurs regards impassibles, leurs traits puissants, expriment une présence au-delà du temps. Les Olmecs ont transmis une grande partie de cette vision du monde aux civilisations qui leur succédèrent. Les Mayas, les Aztèques et d'autres peuples mésoaméricains reprendront leurs symboles, leurs divinités, leurs rituels. Ainsi, même disparus, leur spiritualité a continué de vivre à travers les siècles. Imaginez un soir dans une cité Olmec. Le feu crépite doucement sur la grande place. Les prêtres chantent d'une voix grave. Les tambours résonnent lentement, imitant le rythme du cœur. Les habitants observent en silence, conscients que dans cet instant, les mondes visibles et invisibles se rejoignent. Un moment suspendu, hors du temps, où l'homme et le divin ne font plus qu'un. La civilisation Olmec ne vivait pas isolée. Bien au contraire, elle occupait une position stratégique au carrefour des fleuves, des montagnes et des côtes. Cette situation géographique en fit un centre d'échanges essentiels. Les Olmecs savaient voyager. Ils naviguaient sur les rivières, utilisant des embarcations simples mais solides. Ils suivaient les cours d'eau jusqu'à la mer, puis longeaient les côtes. Leur réseau s'étendait bien au-delà de leur propre terre. Des fouilles archéologiques ont révélé la présence de jade, de basalte, d'obsidienne et même de coquillages venus de régions lointaines. Ces matériaux ne se trouvaient pas
dans le cœur olmèque. Cela signifie que des échanges existaient avec d'autres peuples, parfois situés à plusieurs centaines de kilomètres. Le jade, par exemple, provenait des montagnes du Guatemala. Il était particulièrement précieux, utilisé pour fabriquer des perles, des pendentifs, des haches cérémonielles. Sa couleur verte symbolisait la vie, la fertilité, l'abondance. L'obsidienne, une roche volcanique noire et tranchante, provenait de régions montagneuses éloignées. Elle servait à fabriquer des lames, des pointes de flèches, mais aussi des objets rituels. Sa brillance et sa dureté en faisaient un matériau à la fois utile et symbolique. Les coquillages, eux, venaient de la côte pacifique et du golfe du Mexique. Utilisés comme ornement, ils rappelaient la mer et sa force mystérieuse. Ces échanges n'étaient pas uniquement matériels, ils étaient aussi culturels. Les symboles olmèques, leurs motifs, leur iconographie se retrouvent parfois dans d'autres régions. Cela suggère que leur influence dépassait largement leurs frontières. Il est possible que les Olmèques aient été les premiers à diffuser certaines pratiques rituelles, certains mythes, certaines divinités. Le serpent à plumes, le jaguar, les représentations hybrides. Autant de thèmes qui voyageront et seront repris par les Mayas, les Zapotèques, puis plus tard par les Aztèques. Les contacts pouvaient aussi prendre la forme d'alliances, de mariages entre élites ou même de rivalités. Car là où il y a échange, il peut aussi y avoir tension. Les ressources convoitées, les territoires fertiles, les routes commerciales pouvaient être source de conflits. On imagine donc un monde vivant, mouvant, interconnecté. Un monde où les Olmèques jouaient un rôle central, non seulement comme producteurs, mais aussi comme diffuseurs d'idées, de symboles et de croyances. Ainsi, la civilisation olmèque n'était pas un îlot isolé, mais bien un acteur majeur d'un vaste réseau. Leurs monuments, leurs objets, leurs croyances témoignent encore aujourd'hui de cette circulation constante. Ils furent, en quelque sorte, les premiers bâtisseurs d'une culture commune en Mésoamérique. Désormais, imaginez, marchez lentement dans la chaleur humide d'un après-midi tropical. Vous avancez, pas après pas, vers une clairière, et là, soudain, devant vous, apparaît une forme massive, une tête de pierre, haute de plusieurs mètres, sculptée dans un seul bloc de basalte. Le visage est grave, les traits sont puissants, les lèvres épaisses, fermées. Les yeux à demi clos semblent observer au-delà du temps. Vous vous approchez, et plus vous approchez, plus la tête grandit devant vous. Vous sentez son poids, non seulement physique, mais symbolique. Chacune de ces têtes a été extraite d'une carrière lointaine. Les blocs de basalte, pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, ont été transportés à travers la jungle, les marécages, les rivières. Imaginez des centaines d'hommes tirant, poussant, roulant la pierre sur des rondins, avançant lentement, pas après pas, sur plusieurs kilomètres. Chaque souffle était une victoire, chaque mètre franchi, un exploit. Puis, la pierre arrivait sur le site. Alors commençait le long travail de la sculpture. On marquait le front, on taillait le nez, on polissait les lèvres. Des outils rudimentaires, faits de pierres plus dures, frappaient encore et encore. Le son répétitif, toc, 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 résonnait jour et nuit. Chaque frappe rapprochait un peu plus la pierre brute de la forme humaine. Ces visages ne sont pas identiques. Certains portent des coiffes élaborées, d'autres des casques plus simples. Certains ont des traits sévères, d'autres semblent plus apaisés. On pense qu'il s'agissait peut-être de portraits de chefs ou de souverains. Leur regard, figé pour l'éternité, portait la mémoire de leur pouvoir. Approchez-vous mentalement d'une de ces têtes. Posez doucement votre main sur sa surface. La pierre est fraîche,
même sous le soleil. Sous vos doigts, vous sentez les rainures, les traces laissées par les artisans. Chaque creux, chaque arrondi raconte l'histoire de milliers de gestes patients. Les têtes colossales ne parlent pas, mais elles imposent le silence. Elles veillent, elles observent, et elles continuent, après des siècles, à transmettre une présence forte, presque hypnotique. Il faut savoir que non loin des têtes colossales, on trouve d'autres monuments, moins massifs, mais tout aussi significatifs. Les autels, les stèles. Un autel olmèque ressemble à un bloc de pierre rectangulaire sculpté sur ses faces. On y voit parfois un personnage assis dans une niche, comme s'il sortait du ventre de la terre. Peut-être un ancêtre, peut-être un chaman en transe, peut-être une divinité. Autour, des motifs se répètent, serpents, volutes, griffes de jaguar. Chaque motif est un signe, chaque signe une prière. Imaginez une cérémonie devant cet autel. Un prêtre s'avance, lentement. Il tient une offrande dans ses mains, peut-être du maïs, peut-être une figurine de jade, peut-être du sang versé en sacrifice. Il dépose l'offrande sur la pierre, puis il s'incline. Autour de lui, le peuple observe en silence. Les flammes des torches dansent sur les reliefs, projetant des ombres mouvantes. Les stèles, elles, sont dressées verticalement. Elles portent des gravures plus abstraites, des figures hybrides, des scènes énigmatiques. Certaines racontent peut-être des mythes, des histoires de dieux et de héros. D'autres marquent des événements précis, une bataille, une fondation, une alliance. Ces stèles, plantées dans le sol, forment comme une écriture de pierre, un langage figé, mais toujours présent, offert au regard de tous. Elles s'alignent parfois, comme les pages d'un livre ouvert dans l'espace. Imaginez marcher entre ces stèles, les effleurer du bout des doigts, suivre les lignes gravées, sentir sous la pulpe de vos doigts la rugosité de la pierre. Chaque trait est un mot. Chaque mot est un murmure venu du passé. En dehors des monuments massifs, les Olmèques produisaient aussi des objets plus petits, des figurines de terre cuite, des pendentifs en jade, des haches polies qui n'étaient pas destinées au travail, mais aux cérémonies. Ces objets sont intimes. Ils tiennent dans la main. Ils accompagnent la vie quotidienne. Ils se glissent dans les poches, dans les sacs, dans les tombes. Prenez une figurine de terre cuite. Elle mesure à peine quelques centimètres. Ses formes sont simples. Un corps trapu, une tête arrondie, des yeux en amande. Et pourtant, elle a une présence. Comme si l'artisan avait concentré dans ce petit objet l'essence d'un être humain. Le jade, lui, était travaillé avec une patience extrême. On le sciait lentement avec des cordelettes, on le polissait avec du sable fin. Le vert translucide du jade symbolisait la vie, la végétation, la pluie. Un simple pendentif en jade pouvait être considéré comme un trésor sacré. Imaginez porter autour du cou une pierre polie par des mains anciennes. Elle touche votre peau, elle est froide d'abord, puis elle se réchauffe peu à peu. Son poids discret vous rappelle sa présence à chaque instant. Ces petits objets accompagnaient les vivants, mais aussi les morts. Ils étaient placés dans les tombes comme compagnons pour l'au-delà. Ils reliaient l'homme au monde invisible, par leur beauté simple, par leur symbolisme puissant. Les Olmèques n'ont pas seulement sculpté la pierre, ils ont aussi modelé la terre. Les vastes monticules s'élèvent dans leur cité. Ce ne sont pas de simples collines naturelles, ce sont des constructions humaines, faites de couches de terre apportées une à une. Imaginez des centaines de personnes portant des paniers remplis de terre. Elles marchent en file, montent lentement, vident leurs paniers, redescendent, recommencent.
jour après jour, mois après mois, parfois année après année. Ces monticules servaient de base à des temples en bois. Ils élevaient le sacré au-dessus du sol. Ils permettaient de se rapprocher du ciel, des dieux, des étoiles. Monter un monticule, c'était aussi créer une respiration collective. Chaque panier de terre représentait une inspiration. Chaque pas représentait une expiration. La communauté tout entière respirait au rythme de cette construction.